La meilleure affaire que t'as mangée en prison. Filet mignon. Hein? Quoi? Tu sais, dans le crime puis dans la drogue, des affaires-là, tu sais, tu fais pas des années là-dedans sans soit te ramasser en prison ou à mort. Tu devais pas remplir tes rapports d'impôts, là, mais ça ressemblait à quoi, ton salaire? Ben, eux autres, dans leur preuve, ils disaient que j'engendrais entre 150 et 200 000 par mois. Par mois? Ouais. Le meilleur et le pire rappeur de tous les temps. The Natural. J'ai travaillé dans plein de choses. J'ai même des licences de pilote d'avion. J'étais allé faire la vente porte-à-porte. J'étais allé faire plein d'affaires que j'ai lâchées. Mais la musique, j'ai jamais lâché. Quand les balles sifflent proche de tes oreilles, ça te fait réfléchir rapidement, mettons. Ah ouais, t'as-tu été pris dans les fusillades là-bas? J'ai pris dans plusieurs situations, mais entre autres, ouais. Raconte, on est là pour les anecdotes. Let's go. Christian Dion, alias Dion, c'est un rappeur et un intervenant auprès des jeunes. Mais il y a quelques années à peine, c'était un des criminels les plus recherchés au Québec. Tout ce que je connaissais, c'était vendre de la drogue. En 2015, quand il est accusé de trafic de stupéfiants, de complot et de gangstérisme, il se trouve en Colombie. Et là, il décide de transformer ses vacances en longue cavale, durant laquelle il va passer près de mourir à plusieurs reprises. Je faisais des affaires dangereuses avec du monde dangereux. Quand il finit par se rendre aux autorités 5 ans plus tard, c'est avec l'intention de changer de vie. C'est vraiment une descente, toucher le fond du baril. Aujourd'hui, après avoir passé plus de 2 ans en prison, il encadre des jeunes qui sortent du réseau de la DPJ. En parallèle, il poursuit sa carrière dans le rap. Il est d'ailleurs sur le point de sortir son 3e album solo. Ce soir, je crois pas rentrer. Dion, c'est un très bon ami de Soulja, qui est devenu ces dernières années un des rappeurs les plus populaires au Québec. Les deux étaient membres du groupe Face Cachée, ils partagent la scène depuis près de 25 ans. Leur collaboration cumule des millions de visionnements sur YouTube. Si tu me présentes par ex-détenu, ex-prisonnier, trafiquant de drogue, ben c'est sûr que dans la tête à du monde, ils te mettent dans une case. Là. Tu voudrais qu'on te présente comme... Christian, être humain, puis après ça, tu sais, je peux te parler de ma vie. Voici mon entretien avec Christian Dion. Alors, je sais que je viens de vous vendre l'invité, mais pour l'instant, là, au moment où on se parle, j'ai aucune idée de qui il s'agit, parce que c'est ça, le concept du balado de rad, l'animateur est tenu dans l'ignorance. L'invité est dans la même pièce que moi, il est assis en avant de moi, sauf qu'il y a, entre nous deux, un rideau. Rideau qui s'apprête à tomber de façon complètement dramatique et théâtrale, me révélant ainsi l'identité de la personne avec qui je vais passer la prochaine heure et demie. Je m'appelle Olivier Bourmas, bienvenue au balado de rad. Boum! Salut Olivier, ça va bien? En forme? En forme, toi? En forme, Dion. Yes! Christian Dion. Voilà. Ça? Voilà. Rapper, Oui, intervenant social, entre autres. et est-ce qu'on met le ex devant? Ex-criminel. Ouais, on peut dire, mais Ouais. légalement, je leur appartiens encore quelques mois. Ah oui? Oui, oui. OK, à la justice. Ouais, ben j'ai des conditions que je suis en liberté conditionnelle, Ok. mais ça l'achève, là, ça se passe bien. OK, il te reste combien de temps? 5 mois. C'est quoi tes conditions? Ben, c'est garder la paix, c'est bien sûr, faut que je me rapporte avec un agent conditionnel qui vérifie mes allées et venues. J'ai un certain périmètre. Quand que je voyage à l'extérieur de mon périmètre, ça prend des permissions, des trucs comme ça. OK. Juste vérifier que je vais bien. C'est aussi un soutien moral, soutien psychologique pour voir si je m'en vais dans... Je suis bien réinséré, dans le fond. Uh-huh. Et là, est-ce que t'es dans ton périmètre? Oui, présentement, Ok. je suis mon périmètre sur la rive sud de Montréal, donc j'ai un Ok. périmètre à vol d'oiseau. Là. T'es rendu sur la rive sud de Montréal. Voilà, Parce que toi, à la exact. base, tu viens de la région de Québec. Exact. Et la raison pour laquelle t'as des conditions, c'est... Ben, c'est parce que j'ai été accusé de trafic de stupéfiants, gangsterisme et complot. Donc, OK. Accusé et condamné de tout ça? et condamné, bien sûr, ouais. Et pendant un bout de temps, toi, t'es parti en voyage. Ben, avant d'être condamné, Ouais. je voyageais. Pendant que t'étais accusé. Voilà. Tu voyageais de façon récréative? Oui, entre autres. Ou pour, par la force Ouais, des choses? Dans le fond, c'était une cavale, tu t'es... Ben, c'est une cavale improvisée parce que j'étais pas au courant que lorsque je suis parti la première fois, j'étais pas au courant que j'étais sous mandat d'arrestation. Ok. C'est quelques jours plus tard que j'étais déjà en voyage que ça l'a tombé. Donc, bon, moi j'ai pris la décision de tant qu'être rendu déjà dans un autre pays, puis j'avais entamé déjà des démarches là-bas pour peut-être vivre là-bas, donc j'ai décidé de rester. Ça s'est transformé en cavale là, selon les yeux de la loi, bien sûr. OK. Puis toi, t'as décidé de rester
parce que tu voulais pas rentrer en prison tout de suite, mais tu savais qu'inévitablement un jour t'allais rentrer en prison? Exact. Puis tu sais comment ça fonctionne lorsque tu es accusé d'une certaine charge à sa hauteur, là, c'est que tu vas faire de la prison en attendant ton procès. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à rentrer tout de suite et attendre des années, je vais les attendre un peu les fesses dans le sable, si on veut. Question que le procès soit prêt. Ouais, exact. OK. Donc, les fesses dans le sable, t'étais... Est-ce qu'on peut le dire? Oui, T'étais en Colombie, c'est ça? Colombie, en Amérique du Sud, ouais. OK. T'étais en Colombie quand il y a eu l'opération policière qui a mené à ce qui devait être ton arrestation, mais t'étais pas là, c'est ça? Ça faisait 3 jours que j'étais en Colombie. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette opération-là. C'était quoi? C'était le démantèlement d'un réseau de... Ouais, c'était un démantèlement d'un réseau, exactement. Ouais. De la région de Québec? Ouais. Un trafic de... De stupéfiants. Moi, j'étais accusé de trafic de méthamphétamine, ce qui est les fameuses pilules. Mais le trafic, il y avait plusieurs branches au trafic, là, donc c'est ça, moi j'étais un des membres dirigeants. OK. Et ça, c'était un réseau indépendant, un réseau qui était associé à un groupe criminel, un réseau... C'était associé, sans nommer le groupe, on peut dire que c'est surtout était un peu associé, mais ouais. Puis on le nomme pas, est-ce qu'il y a une raison? C'est mon ancienne vie, je suis plus là-dedans, mais quand même, je veux pas nuire à personne, puis je veux pas non plus mettre du monde sur le spotlight, là. Tu dis c'est mon ancienne vie, à quel point ça doit être difficile de faire une rupture, de couper carrément les ponts avec son ancienne vie, parce que j'imagine qu'au-delà d'être tes partenaires d'affaires, ces personnes-là, c'est des amis, c'est des personnes avec qui t'as grandi, c'est ton entourage. Je sais pas, ça faisait combien de temps que t'étais là-dedans, mais souvent, c'était une carrière, là, en fait. Ouais, ben c'est plusieurs étapes qui mènent à un gros réseau comme ça. C'est sûr que dans mon réseau, c'est pas nécessairement des amis d'enfance. J'ai des amis que j'ai encore. C'est devenu des amis avec, si on veut, le travail, si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines personnes que ça fait un peu de peine de plus côtoyer, mais moi, j'ai choisi une autre direction. Donc, c'est sûr qu'il faut que je me donne une chance. Puis, tu sais, changer l'environnement, je pense que c'est la base d'une... Pour changer de direction, justement, il faut vraiment que tu fasses du ménage dans ton environnement. Fait que c'est une des raisons pourquoi aussi je suis parti de Québec pour recommencer à neuf ailleurs. Puis, tu sais, le cheminement, il se fait... T'sais, moi, j'étais en cavale 5 ans. Pendant ces 5 années-là, j'ai eu le temps de réfléchir. Là. Je veux dire, je suis arrivé, je me suis livré déjà avec ma mentalité prête à changer, puis en voulant faire les choses comme il faut. Fait que, oui, je suis encore en liberté conditionnelle, mais dans ma tête, moi, ça fait longtemps que ma réinsertion est faite. Là. Ça a été quoi ta réflexion pendant ces 5 années-là? Ben, c'est que je suis allé vraiment au bout de tout ça. Puis, tu sais, c'est un cercle vicieux, hein, l'argent facile, la drogue, tout ce que ça l'emmène autour. C'est pas une vie, c'est pas de l'argent. Tu sais, l'argent gagné comme ça, c'est pas de l'argent que t'apprécies. C'est pas de l'argent que t'es fier. En tout cas, pour ma part, j'étais pas fier. C'est pas les personnes autour de toi, souvent, c'est pas des vraies personnes. Tu sais. Quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis. Puis quand t'as plus d'argent, tu vois ceux qui restent. Fait que finalement, c'est pas des vrais amis. Fait que c'est tout ça, puis c'est aussi la conscience du mode de vie que je faisais, le mal que je faisais autour de moi indirectement. T'sais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire si c'est pas moi, c'est un autre, mais quand même faire partie du problème, pour moi, c'était plus ça. Puis j'avais aussi d'autres aspirations que ce mode de vie-là me freinait. T'sais. Faire de la musique, notamment. Faire de la musique, puis être une personne positive dans la vie aussi. Là. OK. Et donc, t'as eu cette réflexion-là pendant 5 ans en Colombie. En Colombie, tu faisais quoi pour te débrouiller pendant 5 ans? En Colombie, à la base, au début, quand je suis parti, bon, j'avais de l'argent, fait que je survivais avec ça, puis c'était la belle vie. Mais je suis rentré aussi dans un genre de cercle vicieux, parce que j'avais des problèmes de consommation. En Colombie, on sait que c'est la place où ils ont le meilleur café. Si on comprend. Le petit remontant. Ouais, ça coûte rien. Puis bon, l'angoisse d'être en cavale, qu'est-ce que je fais de ma vie, le stress, tout ça, les autorités qui me courent après, tout ça engendrait une consommation destructive, dans le fond. OK. Fait que j'ai passé d'être dans des hôtels 5 étoiles à aller dans des bidonvilles carrément, là, dans des genres de favelas, puis je me suis ramassé dans la jungle à certains moments pour faire un peu de travail, pour essayer d'avoir de l'argent. Je me suis ramassé vraiment, là, c'est vraiment une descente, toucher le fond du baril, ma vie est en danger, je faisais des affaires dangereuses avec du monde dangereux. Ah ouais, OK. Puis, fait que là, dans le fond, t'es allé vers ce que tu connaissais là-bas un peu pour survivre puis pour faire un petit peu d'argent. Ouais, j'ai reproduit le schéma
le schéma que je faisais ici dans la rue. Je me débrouillais, mais là-bas, là, avec zéro contact. Quand même, j'avais une ex-conjointe qui était là-bas, la famille, mais je me suis séparé d'elle. Donc, rapidement, j'étais livré à moi-même, je parlais pas la langue. Tout ce que je connaissais, c'était vendre la drogue. Donc, j'ai recommencé un peu le même principe de, si on peut dire, hustling. Mm-hmm. Donc, me débrouiller vraiment avec les offres qui s'offraient à moi là-bas. Puis j'imagine que ça a aussi contribué à accélérer ta réflexion. Oui, je voyais, quand les balles sifflent proche de tes oreilles, ça te fait réfléchir rapidement, mettons. Ah ouais, t'as-tu été pris dans les fusillades là-bas? J'ai pris dans plusieurs situations, mais entre autres, ouais. Raconte, on est là pour les anecdotes, let's go. Non, mais souvent, c'est plus que quand tu connais pas les gens, nécessairement, tu connais pas leur historique, tu te lis d'amitié avec une certaine personne, mais lui, il y a des problèmes. Puis moi, j'étais vraiment ami beaucoup avec des jeunes qui étaient dans la rue, des jeunes tueurs à gages, des sicarios qu'on appelle. C'était mon ex-conjointe qui me les avait présentés. Fait qu'eux autres, moi, quand je sortais dans des endroits, ben, ils faisaient comme la sécurité, ils venaient autour, mais il y avait des gangs ennemis qui leur en voulaient, puis c'est ça. Fait que j'ai déjà été pris dans des feux croisés un peu. J'ai déjà été cible aussi en tant qu'étranger. Dans les villages que j'étais là-bas, un étranger blanc qui parle pas encore très bien l'espagnol dans mes débuts, mais c'est dans leur tête, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui peut être rentable, soit pour du kidnapping ou de l'extorsion. Donc, j'ai été ciblé de cette manière-là. T'es-tu fait kidnapper? Non. Ils ont-tu essayé? Il y a eu des situations... Il a fallu que tu t'en sortes. Là, ouais, exact. Mais j'avais quand même, comme je me suis lié d'amitié, quand même avec des gens qui m'ont protégé puis qui m'ont aidé. Je me suis aussi débrouillé par moi-même plusieurs fois, que j'étais vraiment toute seule. Mais il y a eu beaucoup de chance là-dedans, je crois. Là. Puis à la base, t'étais-tu là-bas en vacances ou t'étais là-bas par affaires? Non, à la base, c'était vraiment un billet aller-retour de 2 semaines à Cartagena. Okay. La plage est très touristique, super belle ville. La Colombie, il y a des très, très beaux endroits. Ouais. On a le réflexe de dire que c'est une ville, un pays dangereux, mais il y a des très, très beaux endroits que c'est super safe à aller. C'est quand tu rentres plus à l'intérieur des terres, parce que c'est moins touristique, c'est là que ça brasse. OK. Et là, donc, comment ça fonctionne? Toi, t'es parti là-bas, il y a un mandat d'arrestation. Ils ramassent tous les gars du réseau sauf toi, dans le fond? Je pense que oui. OK. Ouais. Et toi, tu restes là-bas. As-tu des contacts avec des gens ici? J'ai quelques contacts, mais le moins possible, parce que je sais qu'ils me recherchent. Je veux pas aussi mettre dans le trouble, mettons, ma famille, mes amis. Fait que pendant un certain moment, j'ai coupé j'ai appelé tout le monde, gars, je suis en sécurité, je suis là, je reviens pas. J'ai coupé les contacts quand même. Mais des fois, de temps en temps, je donnais des nouvelles. C'est sûr que je me suis ramassé dans des situations qui m'étaient même impossible de contacter dans des places qui n'ont même pas de réseau d'antenne téléphonique. Ouais, quand t'es dans la jungle. Quand t'es dans la jungle, même avec les gens que j'allais, on n'avait pas le droit de traîner de téléphone parce que les autres, ils faisaient leurs affaires aussi qu'il fallait pas qu'ils soient suivis, qu'ils soient sous écoute ou whatever. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des in and out sur le contact avec mes proches. Là. Et là, cette réflexion-là de dire, OK, moi, je veux mettre cette vie-là derrière moi, je vais rentrer, je vais subir mon procès, je vais aller en prison, je vais faire mon temps. Puis après, je me réaligne. Elle s'échelonne sur 5 ans. Tu prends ta décision juste avant de revenir ou ça fait un petit bout là, que t'es... Ben, il est arrivé un élément déclencheur pour que je prenne ma décision. J'y pensais tout le temps, mais c'est une balance que tu fais toujours dans ta tête. Faudrait que je rentre, faudrait que je règle. Puis non, je vais essayer de rester ici, faire ma vie. Puis tu rentres la consommation là-dedans, rentre les influences, rentre les... des fois, j'avais des hauts puis des bas côté monétaire aussi. Des fois, je me débrouillais, j'avais un bon montant, je vivais un peu là-dessus, je faisais la fête. Après ça, je tombais plus une scène, faut que je leur fasse des trucs. Là, je me disais, faudrait que je règle ça. Puis, sur un bon 5 ans, puis il y a un élément déclencheur, c'est que je me suis fait. Moi, je me faisais souvent contrôler parce que j'étais un immigrant illégal. Hein, un visa, c'est 3 mois en Colombie. Fait que je me faisais souvent contrôler par soit la police ou l'immigration, mais la police est tellement corrompue, c'est super facile, des fois 20$, ils te laissent aller jusqu'à la prochaine fois. Puis au bout des 5 ans, j'étais rendu dans une étape, ça allait vraiment, vraiment pas bien côté consommation, côté, j'avais plus rien devant moi. J'étais rendu tout maigre, j'étais sur le bord, là, vraiment. Je pense qu'une couple de semaines de plus, j'allais mourir là-bas. Là. Donc, mourir? Ouais. Physiquement, t'allais pas bien? Physiquement, ça allait vraiment pas bien. Et puis,
je me suis fait contrôler par l'immigration. Puis j'ai comme eu un moment de grâce, si on veut, d'illumination, comme je fais, OK, là, c'est assez. Fait que, en me faisant contrôler, bien sûr, encore une fois, ils me demandent, tu sais, tu veux-tu donner de l'argent? Tu veux-tu qu'on te laisse aller? Tu sais, c'est toujours dit de façon subtilement entre les lignes, là. Mais c'est là que j'ai dit non, vas-y, je suis prêt à rentrer, dans le fond. Fait que là, ils m'ont arrêté, puis il y a eu le processus d'extradition, dans le fond. Fait que tu t'es sauvé un petit 20$ cette fois-là. Ouais, mais c'est 20$, ça dépend. Ça dépend t'es où, hein. Des fois, c'est plus cher que ça, mais ouais, je me suis sauvé, un petit 20$. Le billet d'avion de retour, c'est toi qui le payes? Comment ça fonctionne? Ben là, On comment ça fonctionne, là? Parce que là, c'était vraiment compliqué. C'est moi, j'ai essayé plusieurs démarches pour rentrer par moi-même avec un avocat d'immigration. J'étais allé à l'ambassade canadienne. Ils refusaient de me faire un passeport. Donc, moi, j'avais plus de passeport, faut le dire. Après, je pense, 1 an là-bas, j'ai une chicane avec mon ex-conjointe. Elle déchire mes papiers. Fait que je suis rendu même sans papier là-bas. Ça se déchire un passeport? Elle a réussi, ouais, ça. OK, j'avais l'impression que c'était fait dans un matériel très... Il n'existait plus. OK. Il a disparu. Elle était très fâchée. Faut croire. Et puis, j'avais essayé d'aller à l'ambassade me refaire un passeport et eux autres, ils voulaient pas parce qu'ils pensaient peut-être que j'allais l'utiliser pour aller dans un autre pays ou peu importe. Donc, une fois que j'étais sous garde de l'immigration, ils m'ont fait un passeport temporaire. C'est comme une feuille valide pour le temps du vol, mais avec une preuve de billet. Fait que là, j'ai acheté des billets de Bogota à Toronto. Là, ils m'ont émis le passeport valide de 8 heures, mettons. Puis avec ça, j'ai pu rentrer. OK. Et là, ça, c'est quand que t'es revenu au pays? C'était la journée de la COVID. Ils ont fermé la frontière derrière moi. Mais non. Fait que quelques heures plus tard, j'aurais passé... la COVID là-bas. En prison là-bas. En prison là-bas. C'était comment, d'ailleurs, la prison là-bas? C'est comme... c'est très spécial. C'est très... parce qu'ici, là-bas, les prisons sont gérées par des compagnies privées. C'est pas le gouvernement. Donc, les gardiens de prison, c'est des compagnies privées. Toi puis moi, on décide de se partir une compagnie. On appelle ça, je sais pas moi, RAD gardien. RAD prison. Fait que il y a beaucoup de corruption. Fait que c'est-à-dire que la prison, il y a autant de... Tu sais, il y a des armes en dedans, il y a de la drogue, il y a des petits magasins, il y a de la nourriture, il y a du restaurant, il y a des filles qui viennent. Fait que c'est très... C'était très spécial. C'est dangereux pour certains. Mais moi, rendu après 5 ans, je parlais bien la langue. J'avais des amis qui étaient là, des connaissances que j'avais rencontrées qui étaient là, qui m'ont reconnu, ils viennent avec nous autres. Fait que moi, j'étais en sécurité, mais c'est quand même... juste pour avoir une cellule seule, faut que tu payes. Tu vas avoir la paix, faut que tu payes. Faut que tu aies du monde qui s'occupe de toi. Sinon, ben, tu te ramasses 20 dans une cellule. Là. OK, c'est la loi du plus fort financièrement aussi. Là. Ouais, exactement. Puis c'est les prisonniers qui contrôlent la prison. Un peu, tu sais, quand même, on se le cachera pas ici aussi au Québec, certains contrôles qui s'exercent par les prisonniers, mais c'est réglementé par le gouvernement, par des agents correctionnels. Tandis que là-bas, comme je te dis, c'est des agents privés, donc avec des pots de vin, là, ils laissent faire pas mal tout ce qu'ils veulent aux prisonniers. Fait qu'il y a-tu beaucoup de violence dans la prison là-bas? Ouais, vraiment. Tu t'es-tu fait tester pas mal? Moi, ça allait bien. Comme je t'ai dit, j'ai été chanceux. J'avais du monde avec qui que je connaissais qui était avec moi. Je suis pas resté longtemps non plus. C'est le temps qui me transférait. Mais dans le fond, j'étais en centre de détention d'immigrants. Après ça, ils m'ont transféré à la prison de Bogota le temps que mon vol parte et tout. Puis après ça, ils m'ont retransféré dans un centre d'immigration pour m'expulser dans le fond du pays. C'est pas une extradition, là, c'est une expulsion. Parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre le Canada. OK. Et là, t'es arrivé ici au début de la COVID. T'as ton le 13 mars 2020. Wow, OK, carrément, le début. Là. Carrément, ouais. Et là, ton procès, tu l'as subi dans les jours qui ont suivi. Et là, j'ai pas eu de procès. Moi, de toute façon, je veux dire, déjà là, en partant, je voulais reconnaître mes crimes. OK. Fait que j'ai pas fait de procès, j'ai plaidé coupable immédiatement. Puis surtout dans l'optique de comme je voulais régler ça. Ça faisait 5 ans que je traînais ça. Là. J'étais arrivé comme décidé. Que mon but, c'était régler ça le plus vite, travailler sur moi. La prison, moi, je le dis souvent, ça m'a sauvé vraiment la vie. Ça m'a remis en forme. J'ai fait le ménage dans ma tête. J'ai réfléchi beaucoup. J'ai arrêté de consommer. J'ai pris des bonnes décisions. J'ai travaillé sur moi. J'ai fait des programmes. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup écrit. Ça a été une sorte de thérapie pour moi. Mais tu sais, la prison, tu choisis comment tu fais ton temps. Tu peux le faire en restant toujours un pied dans le crime quand même. Parce qu'en prison, il y a beaucoup de magouilles à faire. Il y a beaucoup d'argent à faire. Il y a beaucoup
de contact à se faire. Mais moi, j'ai fait mon temps straightforward. C'est-à-dire, je regardais en avant puis je me concentrais sur moi. Fait que c'est pour ça que j'ai eu une libération conditionnelle anticipée. T'as eu combien de temps? J'ai pogné 5 ans, j'ai fait 2 ans, quelques mois. OK. Ça va faire 2 ans, quelques mois que je suis en liberté conditionnelle. Puis tu dis des programmes et tout, ça ressemble à quoi? Ce que tu peux faire comme programme en prison? Ben, t'as plusieurs, tu choisis ce que tu veux faire, mais t'as des programmes pour travailler sur tes enjeux, comme mettons sur l'appât du gain ou sur... dépendamment c'est quoi tes problématiques de consommation, si c'est ça le problème. Moi, la consommation, j'étais vraiment décidé, j'ai pas fait de programme de thérapie pour la consommation, parce que j'ai fait un frame par moi-même. Mais il y a des thérapies multiples qui t'aident à comprendre qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, pourquoi, tu sais. Puis c'est ça. Puis, ça s'appelle multiple, parce qu'il y a plusieurs, il y en a que c'est pour la violence, il y en a que c'est pour justement comme... Moi, c'était pour l'appât du gain, faire l'argent, il y en a que c'est pour le jeu, consommation, puis ceux qui ont d'autres problématiques aussi, il y en a. T'as-tu compris pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'est vraiment... J'étais un produit de mon environnement, si on veut, puis avec mes choix que j'ai fait, j'étais quelqu'un quand même d'assez influençable, puis... L'argent facile, mais quand même, au niveau où ce que j'étais, ça prenait une certaine organisation, mais j'aimais comme le business de ça, j'aimais faire de l'argent par mes propres règles, dans le fond, ce que moi j'aimais, depuis que je suis tout petit, là, je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup suivre les règles, puis faire si je décide que c'est rouge, c'est rouge. Donc, c'est ça qui m'a amené à ça, c'est vraiment être capable de faire mon argent dehors de la boîte, si on veut, par mes propres moyens, sans suivre... Pas être obligé d'aller au boulot à 9h, le matin, le mardi matin, le mercredi. Exact. Mais j'ai quand même travaillé dans ma vie, justement, dans des boulots comme ça. Mais tu sais, il me manquait quelque chose. Là. Un peu de liberté, j'imagine, et de liberté financière aussi, parce que j'imagine qu'un salaire de quelqu'un qui travaille de 9 à 5, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucune commune mesure avec ce que tu devais faire dans la rue. Exact, tu devais pas remplir tes rapports d'impôts, là, mais ça ressemblait à quoi, ton salaire? Ben, eux autres, dans leur preuve, ils disaient que j'engendrais entre 150 et 200 000 par mois. Par mois? Ouais. Puis là-dedans, y avait-tu des coûts? Ça ressemble à quoi, la business? C'est sûr qu'il y a des coûts c'est comme n'importe quel business, là. T'as des dépenses, hein, mais... C'est de la grosse argent, c'est sûr, mais comme je te dis, c'est pas de l'argent que... Tu sais, si j'en faisais 100 000 dans le mois, j'en dépensais 90, là, tu sais. À des futilités, ou des sorties, des restaurants, des bijoux, des voitures. Pour moi, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont capables de le gérer autrement, mais moi, de l'argent vite fait et dépensé vite fait. Ça sortait rapidement. Tu l'apprécies comme pas. Ouais. Puis, tu dis, je suis le produit de mon environnement. Tu viens d'où? Moi, je viens de la Rive-Sud de Québec. OK. Ouais, je suis né là-bas, grandi là-bas. Quelle ville? Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Ouais. Mais j'allais à l'école sur la Rive-Nord. Donc, moi, j'ai toujours été un petit mouton noir de la Rive-Sud, mais j'étais plus sur la Rive-Nord. C'est là que j'ai connu Soulja. C'est ça, parce mon que groupe Face Cachée. Fait que, tu sais, depuis que au primaire, j'allais sur la Rive-Nord déjà. Parce que c'est ça. Toi, t'es ami encore à ce jour et t'as fait de la musique et t'en fais encore avec Soulja, qui lui vient de Limoilou. Exact. Face Cachée, qui était avec... Infrac. Infrac, qui est décédé il y a quelques années, c'est ça? Exact, ouais. Pendant que t'étais en cavale? Oui, exact. OK. Donc, c'était un de tes bons amis? Ouais, c'était comme qu'on appelle un frère. Là. Ça a dû être difficile, ça, de pas être avec Soulja, de pas être avec la famille quand Infrac est décédé? Vraiment. Encore là, c'est comme si j'avais fait le deuil de ça, parce que j'étais pas là, puis je me demande tout le temps, j'aurais pu faire de quoi avant, tu sais, essayer de supporter un sentiment de culpabilité, puis j'ai jamais pu faire vraiment le deuil de ça. C'est arrivé comme une tonne de briques sur la tête, là. Puis, excuse-moi si tu veux pas aller là, mais on sait-tu de quoi il est décédé? Ouais, c'est un overdose. Ouais. Ça a dû te secouer dans la situation dans laquelle tu étais à l'époque. Là. Tu me disais en Colombie, tu consommais énormément. Ouais. Ouais, vraiment, c'est sûr que ça m'a secoué et ça m'a fait réfléchir beaucoup aussi. Mais ouais. Fait que toi, t'es un gars de la Rive-Sud de Québec qui va à l'école sur la Rive-Nord, qui se fait des amis avec des gars de la Rive-Nord.
entre guillemets, ton organisation criminelle, est-ce qu'elle était territoriale? T'étais-tu sur la Rive-Sud? T'étais-tu... Ben moi, je me considère pas comme partie d'une organisation criminelle. C'est sûr que, tu sais, c'est de la politique, hein? Beaucoup, autant dans le crime que dans la vraie, dans le légal, c'est de la politique. Donc, pour certains, il faut être certaines ententes avec certains groupes, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours été comme indépendant qui travaille avec des gens, tout simplement. D'ailleurs, là, à Québec, présentement, il y a un indépendant là, qui travaillait, j'imagine, avec des gens. Puis là, je sais pas si par des gens, dans la façon dont tu le disais, ça faisait référence aux Hells Angels. Mais là, présentement, dans la région de Québec, il y a un conflit entre des gangs indépendants. Entre des gangs indépendants puis les Hells Angels. Toi, tu regardes ça comment? Moi, je regarde ça en disant « maudit que je suis content de pas être là-dedans! » Ah ouais, hein? Ouais. Parce que ça brasse. Je regarde ça de loin, là. Je suis pas un expert du tout dans ce conflit-là, puis je connais plus les acteurs du milieu, mais tu sais, c'est ça. Là, ça brasse. Je suis content d'être sorti de ça, parce que j'imagine que par la bande, j'aurais été sûrement mélangé dans des histoires comme ça. Mais tu dois en connaître des gars qui sont là-dedans. Parce que j'ai l'impression, puis là, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai l'impression que le milieu criminel de Québec, c'est pas... Et puis de Montréal aussi, là, d'une certaine façon, c'est pas extrêmement... Tu sais, c'est pas un si vaste milieu que ça. J'ai l'impression que tout le monde connaît un peu tout le monde. C'est pas un vaste milieu, mais ça change rapidement. Moi, ça ouais? fait... je suis parti là, en 2015. Fait que ça va faire 10 ans là, quand même. Fait que, c'est sûr que le paysage a beaucoup changé. T'sais, dans le crime puis dans la drogue, des affaires-là, tu fais pas des années là-dedans sans soit te ramasser en prison ou à la morgue. Là. Fait que, il y a du changement de personnel. Là. Fait que, c'est ça, le paysage a changé beaucoup. Là. Toi, c'était la première fois que tu faisais de la prison quand t'es revenu? Moi, j'ai fait plusieurs petits allers-retours. Là, pour mais c'est la première grosse sentence. Première fois au pénitencier. Ouais. C'est comment en prison? Au Québec? Ouais. Ça dépend vraiment. Le pénitencier, pour de vrai, quand tu fais tes affaires comme il faut, puis que tu as un certain classement qui se donne, là, ça se fait bien. C'est sûr Qu'est-ce que tu veux dire un classement? Il y a un classement de sécurité qui se donne. Okay. Donc, selon ton crime, selon tes affiliations, tu peux être dans une prison maximum, médium ou minimum. Moi, j'étais dans un médium. Dans un médium qui avait un certain programme, donc c'est des blocs spéciaux pour les gens justement qui... Surtout, il y a beaucoup de sentences vie, là, du monde qui sont condamnés pour meurtre, etc., qui sont là dans le but, en fin de sentence, eux autres, ils vont là, dans le but d'être transférés dans un minimum pour pouvoir un jour avoir une libération conditionnelle dans la société. Fait que c'est du monde en fin de sentence qui ont sûrement passé toutes les étapes, la rage, la violence, puis après ça, ils ont le cheminement qui se font sur eux, qui sont rendus à accepter leur crime, l'avouer, tout ça, puis vouloir changer. Okay. Fait que moi, j'étais dans un bloc comme ça, fait que ça se faisait, c'est un je dirais pas comme unité 9, là, mais dans le même style un peu. C'est des petits blocs, des petites unités qu'on a nos cellules, on a notre cuisine. On n'a pas de toilette dans notre chambre. Ça, c'est une grosse amélioration. Parce que les cellules en prison, d'habitude, t'as ta toilette à côté de ton lit. Là, c'est pas très agréable. Ah ouais. Fait que moi, je me suis rendu là assez rapidement. J'ai fait peut-être 6, 7, 8 mois, puis j'ai été transféré dans cette unité-là. Puis là, ça se fait bien. Le plus dur en prison, c'est faire bloquer de la liberté, dans le fond. T'es comme tu mets ta vie sur pause, puis là, tu vois le monde qui évolue dehors, puis toi, t'es là, maudit, je peux pas. Surtout moi, là, que j'avais hâte là, de reprendre ma vie. Parce que faut dire que j'ai été juste 2 ans en prison, mais j'ai été 5 ans quand même loin. Fait que dans ma tête, ça fait déjà 7 ans que j'avais manqué. Justement, j'ai vu la musique Soulja qui explosait, j'ai vu mon ami mourir, j'ai vu du monde changer. J'étais là, j'étais en train de passer à côté de quelque chose. Ça. Fait que c'est surtout la liberté, être privé de sa liberté qui est le plus dur. Mais il y a certains endroits dans des prisons que ça brasse, là, c'est sûr, au Québec quand même. Là. C'est ça, mais j'imagine qu'une aile comme ça, où c'est des gens en fin de sentence, comme tu dis, qui ont cheminé, qui ont réfléchi, c'est très tranquille. Ça doit être très tranquille, ça doit être... Il n'y a pas cette espèce de crainte de se faire piquer. Ça arrive pareil, mais moins souvent. OK. C'est ça.
Fait que ton quotidien, c'était quoi? C'était tu te levais, tu t'entraînais, t'allais à tes cours ou ta thérapie? Ben moi, en fond, c'est ça. Je travaillais au gym. Tu Là. travaillais au Ouais, gym? on fait de l'entretien du gym, on réparait les machines. On a fait un terrain de baseball au gars. On s'occupait de terrain de volleyball, tu sais, dans le comité sportif un peu. Puis nous, on pouvait s'entraîner après avoir travaillé. Puis les gars, ils avaient accès au gym juste le soir. Parce que là, c'était COVID. En prison, le COVID, c'était quand même très rough parce que t'étais beaucoup enfermé dans ta cellule, tu sais. Sauf si tu travaillais. Sinon, j'allais au cégep aussi. J'ai décidé de refaire des cours. Je suis allé faire quelques cours en sciences humaines au cégep. Fait que... Puis ça, comment ça fonctionne? C'est des cours qui sont donnés à l'intérieur de la prison? Ouais, ou... c'est chapeauté par un cégep. C'est Marie-Victorin. Où ce que j'étais, c'était à Commandeville. Puis c'est le cégep Marie-Victorin. Fait qu'il y a des professeurs de cégep qui viennent. Il y a pas beaucoup de détenus qui s'inscrivent, là, t'avoue. Ah ouais, des fois 3-4. Mais, tu sais, moi, je me suis je me suis donné des challenges, avoir les meilleures notes possibles. Peut-être dans le but un jour d'aller peut-être à l'université. Mais finalement, c'est pas ça. Mais, tu sais, ça a passé le temps. Puis c'est un professeur qui vient. Fait que tu peux faire un deck ou tu peux faire. T'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Okay. Ouais, j'ai fait de la philo, j'ai fait de la psycho, kinésiologie, une couple de cours français, littérature. Ouais. Puis finalement, t'es pas allé à l'université parce qu'en sortant, tu... Ben, la vie va vite, hein, dehors. Ouais. Puis j'avais toujours eu le goût de travailler, moi, un peu dans le communautaire pour redonner de mon expérience. Il me servait de tous les mauvais choix que j'ai faits pour essayer d'aider un peu avec ça. Puis, tu sais, j'ai eu l'occasion de travailler dans un organisme communautaire. Puis la musique aussi qui prend beaucoup de temps. Fait que là, j'étais à temps plein intervenant psychosocial à la maison Stéphane Fallu. OK. Donc, on aide des jeunes qui sortent de la DPJ. Dans le fond, Okay. on leur donne l'hébergement. Parce que souvent, les jeunes, ils vont sortir à 18 ans de centre jeunesse, puis donne tes sacs, puis débrouille-toi, mon homme. Fait que nous autres, on les prend un petit peu avant 17 ans et demi. Ils peuvent intégrer la maison. Puis c'est ça, on essaie de leur montrer quelques rudiments de la vie. Parce que souvent, ils ont grandi en institution, ils sont fait dire à quelle heure aller se coucher, quelle heure aller aux toilettes, quelle heure manger. Ils ont même pas de compte de banque, ils ont peut-être jamais travaillé. Fait que souvent, il y en a qui partent vraiment de loin. Fait que la maison, elle sert à ça, à leur montrer. C'est un tremplin vers la vie adulte. Là, dans le fond, là. Puis toi, t'es un peu, en étant intervenant, t'es un peu celui qui les encadre, qui selon les besoins du jeune, dans le fond, tu lui fais un programme adapté où tu l'aides dans ses démarches. Dans le fond, les conditions, c'est super simple. Il faut qu'il y ait au moins 17 ans et demi, eu les services de la DPJ dans la dernière année et qu'il y ait un projet de vie. Puis c'est eux autres qui décident c'est quoi leur projet. Si c'est aller à l'école ou travailler pour ramasser de l'argent pour un appartement, ou juste faire un permis de conduire, ils se fixent eux autres même leur objectif. Puis nous autres, on les accompagne pour qu'ils respectent leur projet de vie en leur donnant le plus de coups de main possible. Là. Puis t'as-tu l'impression que ton vécu fait que ces jeunes-là t'écoutent plus, peut-être? Avec certains, c'est sûr que oui. Mais tu sais, oui, c'est sûr que ils sentent que j'ai passé par là. Puis je pense que quand je donne une opinion, parce qu'on leur dit pas quoi faire, pas fais ci, fais ça, c'est vraiment, voici les choix qui s'offrent à toi. Moi, j'ai pris ce chemin-là, ça a donné ça, tu sais. Essaye celle-là peut-être. Mais souvent, ils vont quand même vouloir se péter à la face quand même dans leur choix, mais après, au moins, ils vont dire OK, il y avait peut-être raison là-dessus. Fait que, oui, peut-être que la prochaine fois, il va t'écouter. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, on n'est pas du tout le même cadre que la DPJ, que les centres jeunesse. On est vraiment plus ouvert, réduction des méfaits. Les jeunes qui consomment, on va pas l'empêcher de consommer, mais on va essayer qu'ils consomment de façon responsable puis l'emmener à réduire, tranquillement. Mm-hmm. Fait que c'est cette optique-là. Puis, ça fonctionne bien. On a des belles réussites jusqu'à maintenant, quand même, des jeunes qui réussissent à se bâtir un bel avenir. Ouais. Au-delà d'avoir une certaine aura auprès des jeunes, toi, t'es passé par certaines de leurs situations, donc t'es plus en mesure de comprendre un peu comment ils se sentent, les choix qu'ils font, de te mettre à leur place. Exact, puis je vais t'avouer qu'ils ont de la misère à m'en passer. Je les vois toutes les petites passe-passe, puis ils le savent. Fait que je pense que ça leur permet d'être plus transparent puis honnête avec moi. Parce que je suis pas là pour les juger, au contraire. Là, puis moi, je leur dis souvent de base, surtout quand on fait les entrevues d'intégration, là, ils font leurs demandes, souvent ils veulent tout paraître super beau sur papier. Je leur dis, si ça paraît trop beau sur papier, ça veut dire que t'as pas besoin de nous autres. Fait que, moi, c'est ça qu'on veut, qu'ils mettent tout sur la table, qu'ils vomissent tout sur la table, puis après ça, on ramasse, puis on essaie de trouver comment on peut t'aider. Ils ont pas besoin d'essayer de bien paraître devant toi. Voilà.
Tu n'as vu des cas pires, probablement. Voilà. Tu fais de la musique aussi? Ouais, ben la musique, ça, c'est mon dada depuis que je suis jeune. C'est la seule chose que... dans ma vie, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai travaillé dans plein de choses. J'ai même des licences de pilote d'avion. J'étais allé faire de la vente porte-à-porte. J'étais allé faire plein d'affaires que j'ai lâchées. Mais la musique, j'ai jamais lâché. T'sais. Fait que là, depuis que je suis revenu, mais j'ai repris ça en main. Puis j'ai pris ça vraiment au sérieux. Justement, j'ai plus les enjeux que, tu sais, de consommer. Puis d'être tout le temps dans les magouilles, tu sais, ça pesait beaucoup sur mon professionnalisme envers la musique. Fait que, ouais, là, je suis vraiment content depuis mon retour. Tu sais, je pense que je produis beaucoup mieux, je sais plus qu'est-ce que je veux, puis tu sais, j'ai du plaisir beaucoup à le faire aussi. Puis là, tu l'as dit, pendant que tu étais parti en Colombie, il s'est passé de quoi d'incroyable avec un autre de tes frères, Soulja, avec qui tu as commencé. Ouais, on a vraiment commencé ensemble, ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas Infraction, la première. Mais ça, c'est la première qu'on était sur un CD. La première chanson de Face Cachée. D'un 8-7. Ça s'appelait un 8-7, après on s'appelait Face Cachée. Et qui vous a mis un petit peu sur la map à Québec. C'est la première qui nous a mis sur la map. Mais ça, on avait enregistré quelques-unes. Soulja est encore en centre jeunesse. Moi, j'allais le visiter, puis j'emmenais des beats sur cassette dans le temps. On écrivait, puis j'avais réussi une fois à le faire sortir du centre pour aller au studio. Okay. On a enregistré notre première chanson ensemble, ça s'appelait Quartier Ruelle. Vous allez voir ça sur YouTube. OK. Puis, ça, on parle de quelles années à peu près? Hey, ça fait... Milieu des années 2000, maintenant? 22, 23. OK, début des années 2000. OK. Ouais. Peut-être 25 ans. 22. Quand tu dis j'avais réussi à le faire sortir de centre... Là, avec un intervenant. OK, c'est pas la fois où il s'est évadé non. Pour aller voir un show de la Funky Family, c'est plein, là. OK. C'est pas cette fois-là. Tu m'avais conté ça une fois, cette anecdote-là est incroyable. Mais oui, Infraction, Criff, tu connais ton rap québécois? C'est la première qui a comme explosé, là, un peu, là. OK. Ouais. Et à partir de là, vous avez fait des projets un peu. Soulja avait ses albums solo. Exact. Mais pendant longtemps... je veux dire, sa popularité s'est construite de façon assez linéaire, mais il y a eu vraiment un point d'explosion, d'une certaine façon, là, qui est survenu autour de 2017, de 2016, 2000... Ça, moi, j'étais pas là. C'est ça, t'étais pas là, puis là, Soulja est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a signé aussi, il a fait le transfert sur 7e ciel, il fait des festivals aujourd'hui, il est là, tout le monde en parle. Est-ce que... Comment t'as réagi en voyant ça? Ben, de l'extérieur, je le voyais, mais je le réalisais pas. Okay. Là, ça a l'air pas peu, mais tu le réalises pas tant que t'es pas sur place, je crois. C'est vraiment quand je suis sorti de prison 2022, c'était le lancement, je crois, de Disque d'or. Son 10e. MTELUS. OK. Ouais. Puis là, il m'a invité, il dit viens, on va faire une surprise. Personne ne le savait. Okay. Puis j'étais arrivé, puis on a fait une chanson qui était sur mon premier album solo, En Terre Vivant. Puis j'étais arrivé, puis là, j'ai vu j'ai vu le monde. En plus, moi, ça me fait chaud au cœur parce que le monde me reconnaissait. T'sais, c'est facile quand même de se faire oublier là, après autant d'années. Et puis là, depuis ce moment-là, après ça, il m'a tout le temps invité dans les spectacles. Là, c'est là que je voyais que c'est le monde sont là. Nous, on en faisait déjà des spectacles avec beaucoup de monde comme ça qui nous suivent, mais surtout à Québec. T'sais, à Québec, on était quand même très bien connus. Parce que là, c'est à chaque fin de semaine, dans chaque ville, que c'est la folie. Après ça, les Franco, j'ai fait les Franco cette année-là avec lui aussi. J'ai vu beaucoup de monde. Fait que, c'est là que j'ai vraiment réalisé que, wow, tu sais, le sentiment qu'on a justement en fin de semaine, j'en parlais avec un ami d'enfance, il dit un frère qui serait tellement fier puis tellement content de vivre ça, tu sais. Il est pas près mort ça en 2017, lui, Ah ouais. Quand ça a explosé, ouais, c'est clair. Ah ouais. Parce que là, toi, tu le vis, là, tu le vois. Je le vis, puis tu sais, je suis super reconnaissant. Lui, il m'emmène avec lui, puis il voit que je suis sérieux, puis que je travaille fort, puis je fais mes affaires, il me donne la chance. Je fais souvent ses premières parties, il m'invite dans tous les spectacles. Fait que je le suis, dans le fond, je fais partie de l'équipe de tournée aussi. C'est tellement incroyable de où il est parti, puis où il est rendu. Fait que là, j'apprécie encore plus le fait qu'il me fasse une place avec lui, puis je pense qu'il voit que je travaille fort. Fait que c'est pour ça que ça va bien notre association musicale ensemble comme ça. Là. Le rap, c'est tellement une musique de vécu, on parle de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de d'où on vient,
toi, t'as fait un changement vraiment drastique dans ta vie. Est-ce que ça a changé ton propos? Qu'est-ce que t'essayes d'amener dans ton rap aujourd'hui de différent de ce que tu faisais avant? Tu sais, pour moi, je pense pour la plupart des artistes, ça doit être le cas aussi. On est très connecté sur nos émotions. Le vécu, oui, mais aussi l'émotion du moment. Le premier album que j'ai sorti en sortant, qui est mon deuxième solo, Mauvais Ange, on sentait qu'il y avait encore de la rage, encore la mentalité un peu carcérale, mentalité criminelle, mais avec ma nouvelle vie que je veux m'en aller. Il y a comme une transition dans Mauvais Ange. Là, je sors un album dans 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça va être diffusé, je pense, au début octobre, ton podcast, fait que la semaine prochaine. OK. Et puis là, tu sais, c'est vraiment... Le message a beaucoup changé. Là, j'observe d'où je suis parti, puis où est-ce que je m'en vais. Puis aussi, musicalement, ça a beaucoup évolué, parce que moi, je suis quelqu'un... J'ai toujours aimé la musique. Tu sais, je fais du rap, mais je suis un amateur de musique. Mon père, c'est un mélomane. Il écoutait toutes sortes de musique, là, vraiment. Il faisait venir des amis. Il y avait des équipements spéciaux pour écouter la musique chez nous, là, très, très précis, très haut de gamme. Puis il me transmet l'amour de la musique. Fait que là, mon album qui s'en vient, il est plus mélodieux, il est plus musical. Il y a encore... On sent le rap dedans, là. Trompez-vous pas, ça va rester dans la catégorie rap. Mais j'explore beaucoup un univers musical qui est, tu sais, que justement plus connecté avec mes émotions, puis avec de la mélodie. Tout ça. Parce que toi, t'as un style, t'as une façon de rapper qui est très... tu sais, on la sent, la rage, en fait. On la sent, l'espèce d'envie de mordre. Ça, est-ce que ça a disparu? Ça n'a pas disparu. C'est encore là, sauf que je monte d'autres tonalités à ma voix, puis d'autres cordes à mon arc. Mais tu sais, il va toujours avoir ça en dedans de moi. Puis tu sais, des fois, ça peut être juste un mot dans ma phrase qui va être, tu vas le sentir, tu sais. Le propos, tu sais, ça dépend des chansons aussi. Je raconte des histoires. Dans chaque chanson, c'est une nouvelle histoire aussi. Fait que tu sais, il y a des chansons qui vont être plus crues que d'autres. Mais tu sais, je vois vraiment vers le feeling. Puis tu sais, cet album-là, pour moi, c'est comme une belle évolution. Puis c'est l'album que je suis le plus fier, puis je suis le plus content, puis j'ai le plus hâte que les gens écoutent. Là. OK. Ouais. Cool. T'as-tu fait du bien de produire cet album-là ou ça a-tu été difficile? Ça a fait du bien, puis je vais rajouter, dans le fond, ça me, tu sais, justement, tu dis, on sent la rage, on sent tout ça, on dirait que j'étais resté dans ce personnage-là. Tu sais, c'était mon image, le tough. Ben oui. Fait que là, on dirait que je me suis laissé aller, que, tu sais, je suis capable de monter ma voix dans les aigus aussi. OK. Puis qui était parlé, tu sais, je lui ai fait une chanson qui parle d'amour sur l'album. Fait que, tu sais, c'est des affaires que, c'est pas que je le vivais pas, sauf que j'étais peut-être pas à l'aise de le partager en musique. Tandis que là, je me laisse aller de plus en plus, puis ça promet pour le futur. Ça a-tu été difficile d'aller là? Tu t'es dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Moi, je suis le tough qui... Non, parce que la première, il y a un extrait qui est sorti justement, la chanson s'appelle L'Affaire, qui compte l'histoire justement d'un gars tough qui est pas capable d'aimer, puis que là, il rencontre la fille qui a trouvé l'affaire à son cœur, dans le fond, puis la réaction, pour de vrai... est incroyable. Là. La tourne est quasiment 500 000 vues déjà sur YouTube. Puis en spectacle, je l'ai faite la semaine passée encore. Puis le monde, il la chante. Puis ça fait drôle que je la casse tout le temps entre 2 tunes super violentes. Mais ça relâche l'atmosphère. Ouais. Je pense que c'est sûr que je vais toujours décevoir des gens qui sont ancrés dans les années 2000, face cachée, un gars de tête. C'est plus comme dans le temps. Mais oui, mais on n'est plus dans le temps. Tu sais, faut évoluer. Puis moi, c'est là que je suis rendu. Je vais chercher peut-être des nouvelles personnes. Je vais peut-être en perdre quelques-uns, mais ça reste quand même moi, tu sais. T'as parlé de ton père. Tantôt, on a parlé du fait que tu venais de la Rive-Sud de Québec, mais je t'ai pas demandé, c'est quoi un petit peu le milieu duquel tu viens? Ça ressemblait à quoi la famille dans laquelle t'as grandi? Moi, j'ai une famille, je suis enfant unique. Mon père, ma mère, très bons parents, très rangés, mettons, si on veut. Sur la relation avec mon père était un peu conflictuelle. Parce que mon père, il avait comme, justement, il voyait mon potentiel. Moi, j'étais très bon à l'école. Je veux dire, j'ai sauté des années. J'étais exempté des examens. Mais j'étudiais pas. J'ai toujours été un petit bum, mais j'avais de la facilité. Mettons. Fait que lui, il avait comme beaucoup des gros espoirs pour moi. Parce que lui, il avait pas les moyens de faire des grandes études. Puis il aurait voulu que moi, je fasse qu'est-ce que lui a pas pu faire. Il me voyait peut-être médecin ou je sais pas quoi. Là. Fait que...
c'était très conflictuel, ce qu'ils voyaient que moi, je prenais comme la mauvaise tangente un peu. Sinon, ma mère, là, mon père il est décédé quand j'avais 18 ans. Fait que, à partir de ce moment-là, comme mon père était très autoritaire, très sévère. Fait que, du moment qu'il est décédé, il n'y avait plus cette autorité-là, puis cette discipline-là à la maison. Comme j'étais déjà plus à la maison, mais dans ma vie, mettons. Fait que là, c'est là que c'est plus que le crime a pris de la place, comme, t'sais. Mais sinon, mes parents, c'est des très bons parents avec des très bonnes valeurs. Très bonne famille, d'ailleurs. Que... Quand tu dis « j'étais déjà plus à la maison », tu dis « t'avais 18 ans, t'étais... » Puis tu m'as dit aussi que t'étais le produit de ton environnement. Comment ça s'est fait, ça, cette espèce d'entrée dans la vie criminelle ou de... À partir de 14-15 ans, je traînais beaucoup dans la rue. Je rentrais une fois de temps en temps chez moi, me laver, puis faire un bon repas chaud, puis genre partais. Après ça, vers mes 17 ans, j'ai été arrêté, placé en centre jeunesse. J'ai fait une fugue. Je me suis sauvé du centre jeunesse, puis j'ai jamais retourné. Fait que, j'étais vraiment... Déjà, je vivais par moi-même déjà, mais je faisais des visites des fois à la maison quand même, là, mes parents, là. Puis, c'est juste par le monde avec qui tu te tenais, dans le fond, que t'es rentré dans ce milieu-là? Ouais, c'est ça. Puis, c'est là, quand t'es un jeune qui vagabonde comme ça dans la rue, ben souvent, c'est soit que tu vas voler pour manger ou tu vas vendre du pot sur le coin. Hein. Au début, c'était du pot, là. C'était pas bien méchant, là. Mais ça va... ouais, ça va vite. Ça va vite, ouais. L'équipe, dans le fond, a préparé des questions, là. On est rendu loin un peu dans l'entrevue, mais c'est souvent des questions bien informées, là. Donc, okay. On va y aller avec la première. Alors, on va écouter un extrait de ton nouvel album, Phoenix, apparaître le 11 octobre. C'est la chanson Diamant sur mes oreilles. Jour compté cocaïne dans le sablier. Je m'accroche aux souvenirs, ils finissent par s'oublier. Tu veux savoir d'où je viens, regarde le sang sur mes souliers. Le mal, je le faisais bien, je tiens quand même à le souligner. Le destin se joue de nous, le passé nous rattrape. Des leçons apprises à genoux et à coups de matraque. Je cours après le temps sans vraiment savoir où ça me mène. Même rendu toujours autant lorsque je ne serai plus le même. OK, nice. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, tu dis que tu faisais quand même bien le mal. C'était très bon, d'ailleurs, comme ligne. Comment est-ce que t'es passé de bien faire le mal à faire le bien? Et moi, j'ajouterais, est-ce que tu fais le bien? Est-ce que tu fais bien le bien? Hey, ça, je ne sais pas si je le fais bien, mais je le fais du mieux que je peux, puis avec les meilleures intentions du monde, puis dans la bienveillance. Donc, je me sers de tout le mal que j'ai fait du mieux que je peux, pour que ça serve dans le bien, tout simplement. Uh-huh. Puis, tu sais, je pense, je le dis, quand je dis je le faisais bien, le mal, c'est que j'essayais d'être le plus quand même. Tu sais, j'ai jamais été pour la violence. Tu sais, je me suis déjà battu, mais des fois parce que j'avais pas le choix. Mais je suis pas quelqu'un qui va vouloir être violent, qui va installer un régime de terreur. Tu sais, je faisais du crime, mais le plus diplomatiquement possible. Ah, c'est dans ce sens-là que tu veux dire que tu faisais bien le mal. Ben, c'est un des sens. Ouais, il y a parce plusieurs que sens à ça. les autres aussi, c'est que ça peut être que tu... Je le faisais que tu réussissais bien dans ton domaine. Est-ce que tes antécédents criminels pèsent encore sur ta conscience aujourd'hui? Oui, puis ça va peser toute ma vie, puis c'est sur la conscience, puis aussi ça aurait des répercussions aussi dans la vie, pour fonctionner dans la société. Tu sais, il y a souvent des jugements, il y a souvent des portes qui vont se fermer. Je suis quand même en paix avec ce que j'ai fait, parce que j'ai l'impression que je m'en sers justement dans mon travail, tu sais, de cette expérience-là dans le positif. Mais c'est sûr que je suis pas fier de tout ce que j'ai fait, ça, c'est sûr. Puis le jugement des gens, tu le sens quand... Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui ont vu ton nom, qui je sais pas, moi, quand t'appliques pour un boulot, là, tu dois pas appliquer pour un boulot, tu en as un, là, mais tu le sens quand, ce jugement? Ben, tu le sens dans plein de situations, tu le sens avec la police, que tu te fais contrôler, tu le sens à la banque quand tu veux demander un prêt, tu le sens je pourrais jamais peut-être de ma vie aller aux États-Unis à cause de ça, tu le sens tu sais, qu'on a commencé notre entrevue, on est rentré direct avec ça. Je me dis, OK, y a-tu du monde qui vont dire, skip? Ouais. Quand tu me présentes par le fait, c'est pas beau.
Faut que tu connaisses l'explication derrière tout ça, tu sais, qui change un peu ta perception. Mais si tu me présentes par ex-détenu, ex-prisonnier, trafiquant de drogue, ben c'est sûr que dans la tête à du monde, ils te mettent dans une case. Là. Tu voudrais qu'on te présente comme Christian, musicien, intervenant social? Christian, être humain. Être humain. Puis après ça, tu sais, je peux te parler de ma vie. T'as-tu trouvé que je suis rentré trop direct non, dedans? c'est correct. J'ai dit ce que je connaissais de toi en partant. C'est correct. T'as l'impression que pour des gens, tu es la personne qui était en cavale pendant 5 ans? Ouais. Puis tu dis la police quand elle me contrôle. La police te contrôle souvent? Hey, ça va bien. Où est-ce que je reste? Ils sont pas trop... Ils te connaissent pas? Mais à chaque fois que je retourne à Québec, je le sens, tu sais. Ben, parce qu'ils te connaissent ou parce que... Ouais, puis tu sais, je veux dire, quand ils tapent mon nom dans l'ordinateur, ça doit avoir plusieurs pages qui flashent, tu sais. Ça doit être... en plus que j'étais en libération, fait que tu sais, on dirait que... Ça dépend Mais pour taper ton nom, il faut qu'ils t'arrêtent? Ou pas, ils peuvent juste me reconnaître aussi. OK. Ils savent, mettons, je vais faire un spectacle à Québec, ouais. ils savent, là. Ouais. Fait que c'est sûr. Y a-tu la police quand tu fais des shows? Ouais, pas mal. À Québec, tout le temps. Même, c'est déjà arrivé une situation, j'avais le droit d'être là, j'avais une permission. Je suis sorti du bar où j'étais, puis j'avais une permission spéciale pour être dans un bar pour un spectacle, puis ils m'ont arrêté, puis ils m'ont mis les menottes, puis pendant 1 heure là, dans le char, puis ils serraient exprès pour... tu sais, ça l'arrive, puis là, ils ont vérifié, finalement, t'as le droit d'être là, mais tu sais, t'es pas obligé de faire ça. Tu sais, un citoyen n'aurait pas eu vécu ça. Là. Parce que c'est quoi, dans tes conditions, t'as pas le droit d'être dans un bar? J'ai le droit avec une permission pour le travail. Ouais, OK. Mais autrement, t'as pas le droit d'aller prendre le gars. Tu bois-tu encore? Non, je bois plus. Bon, je consomme plus, je bois plus. Ça a-tu été tough, ça? Je te cacherai pas que la prison, ça l'aide. Ben, si tu veux, parce qu'il y a beaucoup de drogue aussi en prison, mais si tu décides, ben, tu sais, t'es pas dans une ambiance de fête, là, déjà à la base. Pas festif, non? C'est plus facile comme de focusser. Parce que je pense que pour moi, ça m'a aidé. Il y en a que ça va justement, au contraire, ils vont avoir le goût de consommer pour oublier qu'ils sont en prison. Là. Mais ça n'a pas été si difficile. Qu'est-ce qui est difficile, c'est rester sobre. Mais arrêter, ça s'est bien fait. Quand les occasions se présentent, dans le fond? Ouais, c'est ça, avec les influences, les occasions. Tu sais, quand je suis sorti de prison, je buvais quelques fois. Puis dans les spectacles, on a de l'alcool fourni tout le temps. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je vais toujours avoir une bonne raison pour boire. Il va en avoir toujours. Fait que j'ai vraiment décidé d'arrêter. Ça va faire plus qu'1 an que je bois plus. Puis ça va super bien. J'ai même pas le goût. Mais là, ça va bien. Fait que c'est facile. C'est la journée que ça va moins bien aller. C'est là que le combat... risque d'être plus difficile. Voilà. Parce que ça va être l'espèce de voie d'évitement. Je le sais que ça marche, je l'ai déjà essayé. Ouais. Félicitations. Merci. C'est un défi. Ouais, quand même. Deuxième question. Le quart des prisonniers qui ont eu à purger une peine de plus de 2 ans récidive dans les 5 années suivantes. OK. Je savais pas. Qu'est-ce qui explique ça, à ton avis? Ben... l'entourage, qu'est-ce qu'on connaît. Souvent, tu sors de prison, t'as plus rien. Fait que c'est dur de se trouver une job. Ou tu vas te trouver une job, tu es habitué de faire de l'argent, tu vas te trouver une job au McDo. Même au McDo, je pense même pas qu'ils t'engagent, c'est un dossier. Fait que tu comprends, ils vont retourner dans ce qu'ils connaissent puis dans qu'est-ce qu'ils ont besoin d'argent là. T'sais. Fait que souvent, c'est ça. Ou ça peut être aussi, tu sais, en prison, tu es avec d'autres criminels. Souvent, tu te fais des contacts. Tu restes dans le même milieu négatif. Donc, c'est sûr que... Aussi, toute la panoplie de conditions qui te mettent autour. Parce que les autres, une récidive, ça peut être justement, un soir, je suis rentré dans un resto-bar, puis j'ai pas catché que j'avais pas le droit d'être là, c'était un bar. Ça aussi, ils vont remettre dans la récidive parce qu'ils vont retourner en prison, on va briser ces conditions. Fait que c'est un ensemble de tout ça, je pense. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait, selon toi, pour améliorer le processus de réinsertion sociale? Oui. S'assurer qu'il y ait moins de récidives. Je pense que c'est vraiment du suivi, puis de l'encadrement, puis de la transition. Tu sais, la maison de transition, ça existe déjà. Moi, j'ai été en maison de transition. Quand tu sors de prison, tu vas faire, au fédéral surtout, là, tu vas faire un temps en maison de transition qui est une... T'es dehors, mais t'as des couvre-feux, t'as des conditions, puis ils t'aident à trouver un emploi, puis tout. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut investir, parce que là, c'est très institutionnel. C'est pas très humain.
Mais c'est là-dedans, je pense qu'il faudrait accompagner, puis donner des chances aux gars, tu sais, avoir... Il existe des organismes, hein, c'est pas vrai qu'il y en a pas, là, tu sais, il y a OPEX qui aide aux prisonniers à se trouver des jobs, puis tout, mais tu sais, qu'il y a des bons salaires, qui voient qu'ils peuvent gagner leur vie, puis se placer, puis refaire leur vie, dans le fond, de manière honorable, dans le fond. Quand tu sors, t'es dépaysé, là. Tu veux dire, le monde a changé, tes amis ont changé, tout a changé, là. Fait que souvent, les gens vont retourner dans ce qu'ils connaissent, ce qu'ils se sentent confortables. Fait qu'ils vont recommencer à faire du crime. Il y en a qui sont en prison maintenant, que quand ils sont rentrés, les téléphones intelligents n'existaient pas. Les gens n'étaient pas tous collés sur leur écran. Les cellulaires commençaient à peine. Ouais. Toi, as-tu... Sur ce 7 ans-là, entre guillemets, parce que tu étais en Colombie, puis as-tu eu ce sentiment-là quand tu ça? Vraiment? Oh oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? La première chose, je suis sorti, j'étais allé m'acheter un paquet de cigarettes. J'ai rendu 25$. Moi, ça coûtait même pas 10$ dans le temps. Ça, c'est fou. Mais tout le monde y allait vite. Puis le monde qui est justement les téléphones, les réseaux sociaux, les TikTok, les ci, les ça, comment que le monde te regarde même plus. Le monde, ils vont être à un endroit tout ensemble, mais tout le monde sur leur cellulaire. Là, 7 ans, c'était déjà un petit peu ça, mais là, c'est comme on est fois 1000. Là. Mm-hmm. Fait que tout se passe, tout se passe sur les réseaux, l'Internet, que le monde sont de plus en plus. Surtout que je revenais de la Colombie, qui est un pays qui est très. Oui, c'est très violent et tout, mais ils ont vraiment des super valeurs familiales, puis tout le monde s'entraide, tout le monde est ensemble, tout le monde est. Puis ici, arrivé dans un retour à la réalité, que tout le monde est très matérialiste, individualiste, puis centré sur leurs choses, ça m'a beaucoup frappé. Ah ouais, fait que le prix des clopes, puis tout le monde dans son sel. Ouais, voilà. C'est les deux grosses affaires qui ont changé en ça. Prochaine question. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui attend les jeunes qui sortent du réseau de la protection de la jeunesse à 18 ans? Parce que toi, dans le fond, tu travailles, tu nous l'as dit tantôt, dans une... C'est quoi, c'est-tu l'équivalent d'une maison de transition entre les jeunes de la DPJ puis la vraie vie? Oui, mais vraiment, tu sais, justement, moi, j'ai vraiment ouvert la maison, là. J'étais là le jour 1, fait qu'on a utilisé un peu les côtés négatifs de la maison de transition qu'on aimait pas, on les a enlevés. Fait que, tu sais, ils sont très, très libres, là. C'est une maison de transition, mais très, très libre, comme je dirais. Fait qu'on aime leur dire, il faut que tu te sentes chez toi. C'est pas chez toi, mais on veut que tu te sentes chez toi. Ils n'ont pas beaucoup de règlements à respecter. On peut dire c'est une transition vers la vie adulte. Mettons qu'on peut appeler ça comme ça. Concrètement, qu'est-ce qui attend ces jeunes-là quand ils sortent du réseau de la DPJ? S'ils viennent pas dans une maison comme moi, ben souvent, la statistique, je pense que c'est 1 sur 3 va vivre l'itinérance. Des gens partant. Ça, c'est fucking rough. Dans la première année. C'est pas loin de la statistique, je suis pas sûr à 100%, mais c'est 1 sur 3, ça je le sais. La attente souvent de se faire avoir, de se faire abuser, de sombrer dans la consommation, de connaître la rue. Il y en a qui réussissent quand même, il y en a qui sont plus autonomes que d'autres. Ça dépend vraiment du jeune, qu'est-ce qu'il a vécu, comment de temps qu'il a été là. Il y en a qui sont là depuis, qui se souviennent, là, qui ont fait des familles, après ça, ils ont des foyers, des unités fermées. Ceux qui sortent d'unités fermées, là, souvent, eux autres, ils n'ont même pas un compte de banque, ils n'ont jamais travaillé, ils savent pas comment aller se présenter pour avoir une job, ils savent pas comment faire à manger. Unité fermée, ça, c'est des centres de jeunesse? C'est comme la prison pour les jeunes. Unité fermée, c'est qu'ils sortent jamais de là. Fait que qu'est-ce leur attend, c'est ça, c'est la vraie vie qui fait ce fort sans qu'ils sachent trop comment se débrouiller là-dedans. Parce que souvent, ils n'ont pas de famille ou leurs familles sont très dysfonctionnelles. Fait qu'ils n'ont pas l'aide, ils sont livrés à eux-mêmes souvent. Puis qu'est-ce qui te frappe le plus dans ces jeunes-là? Leur résilience. Comment, j'ai des histoires, je peux pas nommer de nom ni d'histoire, mais j'ai des histoires d'horreur, là, je veux dire. Moi, je trouve que mon histoire, c'est une petite ride tranquille, là, comparé à ce qu'eux ont vécu, mettons, au niveau personnel. Là. Comment ça peut démolir quelqu'un. Mais on dirait que le fait qu'ils ont grandi avec ça, c'est qu'ils sont forgés là-dessus, c'est qu'ils sont capables encore de sourire, puis d'avoir des rêves, puis continuer à travailler là-dessus. Tu sais. Les autres, ils pensent peut-être que c'est dans leur fort intérieur comme c'est ça ma vie, puis c'est normal, mais non, c'est pas une vie normale. Là, fait que c'est vraiment leur force là, qui me frappe le plus. Hein. Des histoires de violence, des histoires d'abus. De tout ce que tu veux, d'abandon,
de meurtres intrafamiliaux, c'est des affaires, là, c'est... Ouais, c'est rough. Puis ça, c'est le travail d'un intervenant. Son premier travail, c'est être capable de se détacher un peu de ça, parce que si tu ramènes ça à la maison, tu viens fou, là. Puis toi, ça a été compliqué? Au début, c'était rough, là, au début, mais je pense que j'avais justement... J'en ai vu beaucoup d'affaires dans ma vie personnelle moi aussi, là, fait que ça m'a aidé peut-être à être un peu... Je dis pas désensibilisé, l'empathie est là pareil, mais de dire, OK, gars, moi, je sais que ça arrive qu'on peut s'en sortir, fait que, lâchons le traumatisme et travaillons sur l'avenir. Qu'est-ce que ça t'apporte? T'aimes-tu ça, ce job-là? Ah, j'adore ça. Pour moi, c'est pas un travail. Là. Je veux dire, je me lève le matin, je m'en vais pas travailler, je m'en vais aider, je m'en vais prendre des nouvelles des gars. C'est ça de même, je me dis, bon, aujourd'hui, on va prendre des nouvelles des gars. Mais tu sais, je vais faire de l'intervention, mais... Non, je suis vraiment sur mon X, puis tu sais, je compte pas mon temps, je compte pas mes heures, puis je regarde pas le salaire, tu sais, c'est pas une job super payante, là, quand t'es en dehors du réseau. Mais j'aime ça, là. Tantôt, je te demandais si ton vécu te donnait une certaine aura auprès des jeunes, mais c'est peut-être plus le rap. Est-ce que le rap te donne une certaine les deux, prestance? Je pense, ouais, les deux. Tu sais, c'est pas... Il y en a certains, tu sais, je fais aussi je donne des ateliers d'écriture aussi à l'organisme. Il y en a qui viennent parce que, justement, je fais de la musique puis ils veulent apprendre. Fait que, tu sais, ça me donne certaines manières des atteindre, si on veut. Mais ouais, il y a un mélange de tout, je pense. Ah oui, clairement, il y en a que ça doit leur aider, là. Écrire, ça... Oh, la thérapie, man, ça fait du bien, sortir le méchant. Permet de réfléchir, de sortir le méchant. T'en as-tu vu? T'as-tu réussi à allumer la flamme de l'écriture chez certains? Ouais, ben j'en ai un de mes anciens ateliers de l'année passée qu'on est en train d'enregistrer un album avec. Ah ouais? Peut-être qu'un jour, ça sort ici. OK, let's go, let's go. OK, prochaine question. On retourne en musique, mais on y était, avec des extraits de quelques-unes de tes chansons. Narcotrafiquant, catholique mais non pratiquant, pratiquement élégant, je laisse aucune trace en tout temps, je mets les gars. Quand le génie faut la folie, pour toi le destin s'assombrit, si je le trouve sans vie dans son lit, ce sera une des rares fois que je souris. Ennemi public numéro 1, mon trafic du genre humain, fumeur de cailloux bruns, c'est un soir sans lendemain. J'suis venu armé de calibre, voici la haine qui m'anime. J'crache mon venin sur ma ville, appelle-moi le démon de la rime. La tout sous le crâne, coup de batte et trou de balle, face cachée. On fait les choses, on les écoute pas. Parce qu'on les a laissés sous le choc, full patch dans le game, c'est déjà d'où je sors. C'est béton, arme et du rêve à revendre. Fusil, tronçé pour répondre à la demande. On les affronte, on les embarrasse. Dis-moi nous outsiders formés dans la cave. Alors, on a écouté 3 chansons. C'était Enterré vivant et Ennemi public numéro 1 de ton album de 2015. J'ai aimé Juste faire, maintenant je hais. Ça, c'était ton premier album. Premier solo. Et la 3e chanson, c'était Les Poètes maudits de l'album du même nom de Face Cachée, le groupe que t'avais notamment avec Soulja. Et la question, c'est la suivante. Encore aujourd'hui, le gangster rap est accusé d'inciter à la violence. Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que tu estimes que ton œuvre participe à ça? C'est drôle, je me questionnais là-dessus justement en fin de semaine parce que justement, je pense pas qu'on... Je pense que c'est juste une voix que nous on pensait pas à ça quand on écrit ça. Nous, c'est ce qu'on vivait, ça rejoignait d'autres personnes qui vivaient ça. C'est toute notre génération, hein, c'est pas juste la musique, je pense que c'est les jeux vidéo, c'est les films, c'est tout en même temps qui participent un peu à ça. Mais, tu sais, je me le demande, ça dépend, je pense, de la personne qui le reçoit. Comment que lui va s'en servir, tu sais. Il y en a qui vont s'en servir justement comme message pour réfléchir, puis pas aller là. Il y en a d'autres qui vont voir ça comme si il va glorifier ça. J'essaie toujours, pareil, jamais de glorifier, tu sais, c'est juste, je parle au jeu, je parle de ce que je vois, mais jamais je vais dire, prends les armes, fais-le, tu sais. Fait que c'est juste, tu sais, au même titre qu'un film, ce qui en tue 300 dans le film, ça dépend comment tu le reçois, tu sais. Fait que, oui pis non, mais je pense pas plus justement qu'un film qu'un jeu vidéo, là. Puis la sous-question de ça, puis on l'a abordé un petit peu tantôt, mais est-ce que ta façon d'écrire a changé depuis que t'es intervenant auprès des jeunes? Tu sais, tantôt, je te demandais, t'as-tu changé ta façon d'écrire? Mon dernier album qui va sortir, il est plus propre, mais c'est parce que je suis rendu là. C'est pas une influence de mon environnement. Tu penses pas à qui le reçoit, tu penses pas à ces jeunes-là pour qui t'es à la fois
intervenants, mais figures d'autorité, mais aussi artistes, donc qui vont t'écouter, qui vont venir te voir en show, comme tu l'as dit. Tu penses trop en faisant de l'art, ça va bloquer. Ouais, ça va bloquer. Faut que tu y ailles naturellement le plus possible. Mm-hmm. Et dernière question, en fait, c'est un questionnaire en rafale. Okay. C'est une nouvelle habitude au balado, là, c'est de terminer l'entrevue avec des questions en rafale. Puis là, est-ce que ça termine l'entrevue? On ne sait pas, on va voir. L'équipe de RAD fait dire que ça peut aller dans tous les sens. OK. Bon. T'es-tu à l'aise? Question 1. T'es-tu à l'aise de dire combien tu gagnes? Présentement, il faudrait que je le calcule. Avec ma job et la musique, moins qu'avant. C'est ça que j'allais dire. Un petit peu moins que 150, 200 000 par mois, selon les autorités. Selon les autorités. Quand tu dis selon les autorités, c'est ce qui est dans la preuve. OK. Ouais. Mais c'est parce que toi, tu l'avais pas calculé ou c'est parce que... Moi, je calculais pas tant. C'est sûr que tu dois pas tenir un budget super serré là, quand tu fais cet argent. J'ai pas d'état de compte. Alors, aujourd'hui, je suis allé à l'épicerie. je regardais pas les circulaires. Non, tu regardes les circulaires maintenant? Non. Ouais. J'aurais quand même aimé l'image de devoir faire ton couponing là, le samedi matin. Là. Il ramasse ses coupons. Bon! En petite robe de chambre avec le café. On dirait que c'est une bonne image. Deuxième question. Est-ce que tu lis ton horoscope? Non. Non? T'es quel signe? Verseau. Verseau. Je connais pas ça, moi. Je connais pas non Verseau. Plus. C'est quoi? Je sais que c'est l'ère des Verseaux pour Milan. On est bon. C'est? L'ère des Verseaux. Pour Milan? Ouais. Pendant 1000 prochaines... C'est ce que je me suis fait dire. C'est moi. Puis les autres ont fait quoi? Attendez. On va travailler notre patience. L'achat impulsif que tu regrettes le plus? Hein? Là? Ben, dans ta vie, là. Ah, dans ma vie, ben, je m'étais acheté une coupe de voitures en même temps, là. En même temps? Ouais. Comment ça fonctionne? Tu sais, comment tu repars du... Non, ben, une à la fois, là. Ouais. Mais j'ai acheté des SRT8, là. Je voulais la collection complète des SRT8. Les SRT8, c'est... des types de moteurs de Dodge, là. T'as Challenger, Jeep, Cherokee, SRT8. OK. Ouais. Tu en avais combien, mettons? J'en avais 3. Donc, un Grand Cherokee, Challenger, puis le Challenger à ma copine aussi. Et ça, dans une période de... 2 semaines. OK. Mais après ça, tu sais, t'as les paiements. Là. Fait que j'ai fait, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais. Mettons, quand tu fais autant d'argent que ça, tu peux-tu aller le placer à la banque? Comment ça marche? Faut que tu la blanchisses avant, là. OK. Ouais. Tu faisais quoi dans le temps? Non, moi, je gardais ça en dessous du matelas. Dans le matelas, là? Non, mais c'est pas dans le matelas, c'est une façon de parler, mais j'ai gardé la cache à des places. T'avais des spots, cachettes. Mais à un moment donné, il faut que t'en ailles pas mal, là, des cachettes. Ouais. OK. Fait que c'est comme ça que ça marche, là, dans le fond de la cour ou dans le milieu d'une forêt ou de... Peu importe, une cache. Là, je peux pas te demander ça. Là. J'allais te demander si tu n'avais encore des caches à quelque part. Je peux pas te demander ça. OK. La chanson qu'on te forcerait à écouter en enfer. N'importe quelle tune de country. Ah ouais. Hein? Ben, tu sais, le country... Pas le new country, ça, c'est pas pire. Mais le country traditionnel... Là, ah, moi non plus. J'ai la misère. Je comprends pas. Ils ont le droit, là, mais j'ai la misère. Pourtant, j'aime toute la musique, mais ça, c'est sûrement quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est ça. On n'a pas compris. Drake ou Kendrick? Kendrick? Ben, non. Kendrick, je le connais pas assez, mais son talent niveau kicker, oui, mais Drake pour tout ce qu'il a créé. Ouais. Pour les vibes. Pour les vibes, pour le style. OK. Drake, Kendrick ou J. Cole? Overall, Drake. Là. OK, parfait. Le meilleur et le pire rappeur de tous les temps? The Natural? Ça, mais je pense que c'était... la question, c'est à la fois le meilleur et le pire. Toi, t'as répondu le meilleur et le pire. Hein? Le meilleur pire rappeur, c'est The Natural. D'ailleurs, il vient de Québec. Est-ce que t'as une relation avec lui? Je le connais pas tout, mais je dis ça parce que... Mais, tu sais, je respecte pareil qu'il était un des premiers. Ça, c'est pour ça. Oui. Le meilleur pire.
Ça, c'est le meilleur pire. Ouais. Ça, Louis-José a fait un travail incroyable de le remettre sur le map avec Dollar Clip. Et le meilleur rappeur de tous les temps, ce serait lequel? Mais c'est cliché, mais Eminem. Ouais. OK. La dernière fois que tu t'es fait avoir. Hey. Mais ce qui me remonte, là, c'est plus en Colombie là, que je me suis fait avoir de plusieurs milliers de dollars. Ah ouais? Les autres affaires à côté de ça, même si il y en a eu après, sont futiles. OK. Ouais. C'était quoi? C'était un deal avec quelqu'un que je faisais confiance qui m'a volé plusieurs milliers de dollars. Ouais, je peux pas trop donner de détails. Tu peux pas raconter plus que ça, là? Et ça a fait mal. Ah ouais? Ça a fait mal à toi, ça a fait mal à lui aussi? Ça a fait mal. À tout le monde? À tout le monde. OK. Vivre dans la rue ou vivre en prison? Dans la rue. Et par dans la rue, on parle-tu d'itinérance ou... Ben, l'itinérance, c'est un mot, mais je veux dire, tu peux faire de l'itinérance sur un divan à quelqu'un aussi. T'as-tu vécu ça, toi? Ouais, j'ai déjà vécu ça. Ouais, c'était ça que tu disais tantôt, là, quand tu disais fin de l'adolescence, tu vivais dans la rue, tu revenais une fois de temps en temps chez tes parents pour te laver. Ça, on se trouvait des apparts des fois, puis tout, mais j'ai déjà couché dans la rue, dans des blocs d'escalier, dans des escaliers de blocs, des affaires comme ça, c'est sûr. Et ça, tu préfères ça être en prison? Ouais. Ouais, parce qu'au moins, t'es libre. Fait que tu peux décider de te botter le cul, puis... La meilleure affaire que t'as mangée en prison? Filet mignon. Hein? Ouais. Quoi? Ouais. Vous mangez du filet mignon en prison? Ouais. Des fois, ouais. Dans quel contexte? Au pénitencier, t'as des cantines spéciales. T'as des cantines, à chaque semaine, tu peux acheter des... J'ai comme un petit dépanneur, puis tu sais, de la viande, des trucs comme ça. Mais t'as une cantine spéciale à chaque année qui est à Noël. Puis là, t'as de la crème glacée, des filets mignons, des affaires comme ça. La crème glacée, vous avez pas ça le reste de l'année? Non. Faut pas aller en prison. Mais tu sais, ça a l'air comment ils sont bien, mais t'es quand même en prison. Là. Ouais. La crème glacée, c'est ça. Elle goûte un petit peu meilleur. C'est tout. Ouais, c'est clair. Puis le filet mignon, quand tu dis une cantine spéciale, donc il faut que tu payes pour. Ouais, faut que tu payes. Okay. Ouais. La popularité ou la richesse? Je sais pas, man. La richesse, je pense. Ouais. Ben, ça donne plus de liberté, la popularité, c'est ça. Tu peux devenir populaire avec la richesse. Oui. Ben, tu peux aussi peut-être devenir riche avec la popularité. Peut-être. Avec la richesse, tu peux absolument, si tu veux. Ah ouais? Tu peux mettre ton brand, tu peux mettre tout ton branding. Ouais. Là, les prochaines étapes, c'est la sortie de cet album-là. Ouais. Tu sors ça sur quelle étiquette? C'est Altitude. Altitude Record, ouais. Que là, je peux le dire, c'est une branche de 7e ciel. Dans le fond, c'est la même équipe, sauf que c'est une branche avec Soulja qui est impliqué là-dedans. Il y a moi, puis il y a le petit JJ, je sais pas si tu connais. Ouais. Qui est là-dessus sur Altitude. De Limoilou? De Limoilou, ouais. Qui, aux dernières nouvelles, avait 14 ans, mais là, ça doit faire 3. Ouais, je pense que c'est pas loin de 16. OK. Ouais. C'est quoi tes objectifs avec cet album-là? Ben, aller toucher peut-être un public un peu plus large, puis tu sais, amener un peu de, tu sais, justement, de montrer d'autres cordes à mon arc que justement le rock cru. Puis tu sais, l'album, il suit il y a une histoire. Dans l'écoute de la tune 1 à 12, ça raconte un peu, tu sais, la première chanson s'appelle Descente aux enfers, qui raconte quand j'étais en Colombie, puis que je m'en vais, puis ça va jusqu'à la fin avec un... Tu vois le cheminement. C'est un album de cheminement, de renaissance. C'est vraiment... Je ne peux pas l'appeler autrement que Phoenix. J'ai hésité parce que, tu sais, il y a Charlotte Cardin qui a sorti un album Phoenix, puis c'est pas très original, le concept du Phoenix. Mais je voyais aucun autre titre pour cet album-là, parce que ça raconte vraiment ma renaissance. T'as-tu hésité parce que t'as eu peur que des gens, en voulant aller écouter ton album, tombent sur l'album de Charlotte Cardin puis ils se rendent pas compte c'est quoi la différence? Non, parce que je l'ai écrit en français, tandis que Charlotte avait écrit P-H-O-N-I. C'est Phoenix avec P-H et accent aigu. OK. T'as aucun problème à raconter ton histoire. Tu l'as fait dans le temps, même quand t'étais directement en cavale avec Simon Coutu, le balado rap carcéral. Tu le fais depuis que t'es sorti de prison. Pourquoi est-ce que tu sens ce besoin-là de partager ton histoire? Ça a commencé, dans le fond, j'étais en spectacle, c'est Annie Soleil Proto qui était venue me voir. Ouais.
elle me dit qu'elle faisait un projet qui veut parler des familles de criminels. Puis elle m'a fait comme prendre conscience que ton histoire, tu sais, elle, son documentaire, c'est toutes des familles, des survivants. Un membre de la famille qui est mort. Tu te rends compte qu'il serait supposé être mort? Puis oui, c'est vrai, là. Avec tout ce que j'ai vécu, puis que, tu sais, t'as la chance d'être encore en vie pour compter qu'est-ce qui t'a emmené là, puis comment tu t'en es sorti, puis ça peut donner de l'espoir aux gens. Puis Annie, elle-même, elle vient d'un certain milieu, puis elle dévoile des choses. Donc, tu sais, je pense que c'est le fait de pouvoir... que les gens prennent conscience un peu où que ça amène. On parlait de ça tantôt, le climat de violence puis tout. T'sais. Je pense que le fait de faire une différence, il y a un bout égoïste aussi, c'est pour moi me racheter, mais c'est aussi pour partager mon expérience pour peut-être que d'autres... Puis j'en reçois, là, je te dis, des messages, là, c'est incroyable, là, tous les jours, comment que des gens qui... ça les inspire, puis ça les motive à sortir de la consommation, à sortir du crime, puis à se rendre compte que toi, t'as réussi, fait que moi, peut-être que je me suiciderais pas parce que je suis capable. Fait que, tu sais, juste ça, là, c'est... Plus j'en reçois, plus ça me donne le goût d'en parler. T'sais, des fois, c'est redondant, parce que les histoires, t'en as juste une dans la vie, là, je peux pas... C'est tout le temps la même histoire que je compte, mais c'est celle-là que j'ai vécue, puis, je veux dire, ça peut aider des gens, là, c'est pour ça que je le fais, dans le fond. Mais ça doit être... Fait que tu dis que tu reçois énormément, plusieurs messages par jour? Incroyable. Est-ce que, tu sais, puis c'est des gens inspirés par ton histoire qui donc veulent s'en sortir et tout ça, t'as-tu... C'est comme un fardeau, d'une certaine façon, d'essayer de les aider? T'as-tu l'impression qu'il y en a que c'est ça qui te demandent? Ben, je me fais un horaire là, pour ouvrir mes DM, là, parce que c'est... Là, je suis en retard des fois de plusieurs mois, là. Ah ouais. Mais j'ai vois qui rentrent les messages. Là. Des fois, j'en vois un que ça a l'air, on peut quand même voir des petits aperçus. Fait que je vois que ça a l'air très. Je me fais pas comme mission, mais j'essaye de, des fois, juste un petit mot d'encouragement, un petit quelque chose. Juste les lire, hey, je t'ai lu, puis lâche pas. Mais je peux pas m'impliquer dans leur guérison ou dans leur cheminement à chaque, sinon j'aurais pas de vie. Là. Oui, c'est clair. Mais juste le fait de, en parlant justement de mon histoire même, je suis capable d'atteindre du monde, mais c'est le même. Là. Ouais. Anne-Soleil Proto, elle t'a dit, tu te rends compte que tu devrais pas être en vie aujourd'hui? Y a-tu comme une fois où t'as vraiment passé proche puis tu te dis, hey, cette fois-là, ça aurait pu être... Plusieurs fois. Puis tu sais, sur le coup, je m'en rendais pas tant compte. Après, parce que c'était comme un élément de défense de ton corps, c'est comme ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Là. Sur le coup, tu t'es là-dedans, puis tu t'en rends pas compte, c'est plusieurs temps après que, justement, en parlant de mon histoire, en faisant le documentaire avec elle, ça leur pop, puis là, je fais, hey, OK, cette fois-là, plusieurs fois. Des bagarres, des bagarres, des fusillades, des endroits où j'étais, où j'allais me promener juste pour faire mes affaires, en étant un étranger pas chez vous. OK, en Colombie principalement. Ouais. Ça t'es-tu arrivé ici aussi? Ou? Ici, oui, mais c'est pas au même niveau, mettons. Ouais. Je pense je peux pas comparer vraiment. Ici, j'étais quand même chez nous, j'étais quand même avec mes amis, puis comme je te dis, je suis pas quelqu'un qui cherchait le conflit. Là. Là-bas, même si je cherche pas le conflit arrive en maudit. C'est ça qui arrive. Fait que ça a été rough, cette cavale-là, mais il t'est sorti des choses intéressantes, c'est-à-dire ton cheminement puis l'envie de te sortir de ça. Et aussi, t'as appris l'espagnol. Claro, señor. OK, let's go. OK, là, t'es 100% ben là, ça fait quand même une couple d'années que je pratique pas, mais dès que je rencontre quelqu'un qui parle l'espagnol, tout de suite, je vais y parler pour pas le perdre et me garder un petit... Pas le perdre. Là, quand il te dit « Wow, c'est vraiment bon, tu parles super bien espagnol, comment t'as appris? » Ben là, je leur dis là, que j'ai vécu en Colombie 5 ans, sans rentrer dans les détails. Là. Yes. Merci d'être venu. Merci à toi. C'est super apprécié. Merci d'avoir partagé ton histoire. Bonne chance avec cet album-là. Merci. Un gros merde. Merci. Puis, en tout cas, de l'extrait qu'on a entendu, c'est solide. Je te souhaite que ça fonctionne bien. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir pris le temps. C'était le 2e épisode de la 2e saison du Balado de Rad. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, des recommandations d'invités, à nous écrire info@rad.ca. On va être de retour dans un mois pour un prochain épisode. Toujours la même formule. Le premier vendredi de chaque mois en exclusivité sur l'application Audio et 2 jours plus tard le dimanche en version vidéo sur la chaîne YouTube de Rad. Merci à l'équipe derrière ce balado, à la réalisation, Rachel Delfante et Mathieu Waddell,
À la captation vidéo, Thomas Christopherson et Sébastien Godette. À la captation sonore, Guy Charbonneau. Aux effets spéciaux, Sébastien Dubois. Au montage, Thomas Christopherson, il fait tout. Et notre chef de pupitre, Mélanie Julien. À bientôt!